Synopsis qui reçoit ce jour dans ce numéro. M. Corneille Moulumba, il est analyste politique et pionnier de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP son sigle. Avec lui, nous allons analyser son ouvrage intitulé Piliers et dynamique pour un grand Congo. Ensuite, nous allons analyser, aborder la question sur l'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo. Bonsoir, M. Corneille Moulumba. Bonsoir, M. Eddy. Vous venez, et vous avez, que dirais-je, vous avez publié un ouvrage trop important qui s'intitule Piliers et dynamique pour un grand Congo. Dans ce livre, vous avez énuméré des décisions et des réformes que vous désignez sous les vocables des piliers qu'il présente aux décideurs congolais en toute modestie et humilité dans le présent ouvrage, dans l'espoir de rassembler autour de ces idées une puissance de coalition des forces politiques et patriotiques suffisamment engagées. Courageux et déterminés, vous vous êtes engagé à écrire ces livres. Quels sont les mobiles d'abord qui vous ont poussé à rédiger un tel livre important pour l'avenir de la nation? Écoutez, tout simplement parce que nous avons milité et lutté pendant longtemps. On ne peut pas militer et lutter pendant pratiquement 42 ans sans avoir appris beaucoup sur la situation de notre pays, sur les conditions de vie que mènent nos populations, sans avoir tiré les leçons qui expliquent cela, sans avoir compris pourquoi c'est cela, ça se passe comme ça, et sans avoir de propositions à faire pour que nous puissions sortir notre pays de là. Alors, quand on a tout ça, cette expérience-là, on ne la garde pas pour soi, il faut la partager. Puisqu'il s'agit de décisions politiques, des réformes auxquelles il faut procéder, il faut que les acteurs politiques et sociaux puissent les comprendre, se l'approprier, et voir comment les mettre en œuvre. Peu importe celui qui les met en œuvre, l'essentiel est que ces réformes soient mises en œuvre. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire simplement, mettre par écrit ce que moi j'ai appris, ce que j'ai compris et ce que je pense qu'il faut faire pour que notre pays sorte de là. Aujourd'hui, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo bat son plein. La situation devient anormale. Que prévoit votre ouvrage en ce qui concerne la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Pas seulement pour la guerre à dans l'est de notre pays, mais déjà pour le pays lui-même. La RDC est un pays vaste. La RDC est un pays au potentiel extraordinaire, on ne le dirait jamais assez. Je le répète, si vous prenez le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, tout ça c'est plus petit que notre RDC. Et notre RDC, c'est un coffre-fort sur le plan minier. Notre RDC, c'est un pays aux ressources naturelles considérables. Vous ne pouvez pas être la RDC et ne pas avoir une armée conséquente d'au moins 2 à 3 millions de soldats. Avec une armée de 2 à 3 millions de soldats, aucun pays n'oserait nous importuner parce qu'il sait quelle pourrait être notre réaction. Et avec nos minerais, nous pourrons nous acheter n'importe quelles des armes les plus modernes, les plus sophistiquées pour doter notre armée et nous faire respecter. Donc ça, c'est de manière générale. Parce que si on peut nous importuner à gauche, on peut nous importuner à droite. Ensuite, il est clair que même sans cela, un pays minuscule comme le Rwanda ne peut pas nous importuner. Donc s'il le fait, il y a deux choses. La première, c'est que derrière le Rwanda, il y a d'autres puissances, notamment les États-Unis, il faut les citer, les Occidentaux, les Anglo-Saxons. Oui. Et aussi, ça veut dire qu'ils trouvent des complicités à l'intérieur, des faiblesses à l'intérieur de la RDC qui font que, malgré tout ce qui se passe, malgré que Bunagana chez nous est occupé, l'ambassadeur du Rwanda est ici. Des troupes rwandaises sont sur notre sol et l'ambassadeur du Rwanda est ici. Ça montre à quel point, quel message faible nous envoyons à nos populations, à notre peuple. Un message de faiblesse. On vient, on occupe notre territoire, on n'a même pas le courage de chasser l'ambassadeur du Rwanda. On a
On n'a même pas le courage de Est-ce que contre-attaquer. vous pensez que la solution pour mettre fin à la guerre, il faut chasser l'ambassadeur du Rwanda? Mais ça fait partie de le minimum des gestes, plein de gestes à poser, monsieur. Et pour toi, tous les efforts consentis par le président de la République pour mettre fin à cette guerre à travers, bien évidemment, des négociations, mais aussi et surtout les FARDC qui sont dans les fronts pour combattre ses ennemis, cela n'est pas la meilleure solution. Non, moi je pense pour toi, la meilleure solution reste Non. Moi je pense sincèrement que le message que nos autorités envoient à la population et au monde, c'est un message de faiblesse, un message d'incapacité. Et pour toi, quelle est la solution? Mais les les militaires, mais quelqu'un qui entre sur la RDC, première chose, il faut une réaction virulente, militaire. Les chasser de là, on parlera après. Mais on ne peut pas montrer à son peuple qu'on est faible. Alors il vous reste quoi? Lorsqu'on a précipité l'armée nationale dans la confusion pour une seule armée, plusieurs instructeurs, plusieurs infiltrations, pensez-vous que la solution viendra d'emblée ou soit il faudra du temps pour que cette réalité ou cette notion soit une réalité? Je suis désolé. Dans une des émissions, je pense que c'était ici, chez vous, j'avais dit, il y a des messages clairs, forts qu'il faut d'abord envoyer. Le premier message, c'est de changer de gouvernement. Désigner un premier ministre, un militaire, un général dont le patriotisme n'est plus à discuter et donc est incontestable. Nommer notre général à la défense, nommer notre général à l'intérieur. Et bien sûr, au niveau des chefs d'état-major général, chercher un patriote connu et reconnu et apprécié. Et à ce moment-là, déjà, voyez-vous, le Rwanda comme l'Ouganda sont dirigés par des militaires. Et ils ont derrière eux les États-Unis d'Amérique. Notre pays est dirigé par un civil. C'est comme si vous mettez le loup là-bas et vous mettez un agneau ici. Oui, mais c'est clair. Maintenant, dis-moi, s'il vous plaît, M. Konaï Moulouba. Oui. Quand vous dites que les pays est dirigé par un civil, pour vous, on doit mettre qui à côté? En fait, le chef du gouvernement ou le président de la République? Non. Je pense que je suis un républicain. Le chef de l'État, il est là pour 5 ans, il a son mandat. Oui. Mais puisque, compte tenu de la réalité de ce que nous avons en face, n'est-ce pas, il est important que nous ayons au moins un premier ministre, un général, qui comprend le langage militaire et qui peut parler avec les autres là, dans un langage militaire, ils peuvent comprendre. Sinon, nous parlons de négociations. On va à Luanda, on va à Gaborone, on va ici, on va là-bas. Pour vous, ça c'est écoutez, je vais dire ceci. Ça sont les civils. Pour vous, l'état des sièges ne vous dit absolument rien. Non, dans la mesure où l'état des sièges, nous les pionniers de l'UDPS, il y a plus de 5 ans qu'on avait préconisé l'état des sièges. Mais l'état des sièges, je veux dire, c'est un concept. Qu'est-ce qu'on met dedans? Pour vous, je vous réponds, pour vous, l'adhésion de la République démocratique du Congo dans certaines organisations sous-régionales ne vous dit absolument rien. Non, mais comment est-ce qu'on peut prendre un peu comme la RDC et le faire entrer dans l'EAC, l'East African Community, là, qui est composé du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, du Burundi et tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est très grave. Une communauté composée de nos ennemis, de ceux qui nous font la guerre, de ceux qui font tout pour balkaniser notre pays, pour s'approprier l'est de notre pays, au profit des États-Unis, de l'Occident, des Anglo-Saxons et des multinationales. Alors que notre communauté naturelle, c'est la SADC, où nous avons des pays composés donc une communauté composée de pays progressistes, des pays anti-impérialistes, des pays qui ont lutté contre l'apartheid et des pays qui ont lutté pour leur indépendance, armes à la main. Donc, la SADC, qui est, à mon point de vue, notre famille politique, géopolitique et même de défense naturelle. Et c'est grâce à la SADC que le Congo est encore un Congo aujourd'hui en entier. Parce que, souvenez-vous, l'Est du pays, notre pays était pris justement par les pays de l'EAC, avec le Rwanda et l'Ouganda. C'est grâce à la SADC que les troupes tanzaniennes, les troupes zimbabwéennes sont venues ici. Très bien, mais on constate, s'il vous plaît, M. Norbert, M. Yamba, M. Corneille Moulouba plutôt. On constate... Je profite pour saluer M. Yamba. On constate en outre que bientôt ça fera au moins 3 mois
que Bunagada est occupé par le Rwandais. Oui. La question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres est celle de savoir, est-ce que l'armée congolaise est-elle incapable de chasser le Rwanda dans les sols congolais? Que prévoit votre livre en ce qui concerne la sécurisation de Oui. nos J'ai territoires? commencé par dire que, je vais en train de dire que la famille politique, géopolitique, géostratégique et même de défense naturelle de la RDC, c'est la SADC. Et je ne remercierai jamais M. Laurent Désiré Kabila de l'avoir fait, de l'avoir intégré notre pays là-bas. L'EAC est composé de nos ennemis, n'est-ce pas? Oui. Qui, au moment où nous parlons, notre pays était déjà divisé, n'eût été l'intervention de la SADC. Ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, c'est que si nous parlons de l'état de siège, comme que nous avons, nous les pionniers de l'UDPS, nous avions recommandé dans une de nos conférences de presse tenues ici au centre des handicapés sur Willery, Oui. nous avions dit que la moindre des choses, il faut commencer par renforcer nos troupes dans la partie Est. Il n'y a pas de guerre au nord, il n'y a pas de guerre au sud, il n'y a pas de guerre au centre, il n'y a pas de guerre à Mais l'ouest. peut-être que c'est la stratégie du gouvernement. Peut-être Ça que vous fait- n'êtes ça pas fait- au courant. ça Peut-être fait- c'est ça la stratégie. Mon que frère, vous ça avez fait 3 mois. Et ça, c'est un mauvais message, un très mauvais message qu'on envoie à la population, que nous envoyons à la communauté internationale. On se montre faible. C'est pas ça. La RDC a besoin, on doit sentir que c'est un pays puissant, un pays fort. Donc, à défaut du président, il faut qu'il y ait un premier ministre qui puisse avoir un langage qui incarne la RDC, un langage de force. Nous avons besoin de ça. Mais La vous parlez, nous devons vous parlez, restaurer- s'il vous plaît, mais c'est Corneille Moulouma. Oui. Vous parlez aujourd'hui d'une guerre, parce que le Rwanda, selon vous, c'est un pays à interposer. La guerre est faite par les multinationaux. Mais en fait, dis-moi, est-ce que notre présent en grande partie, l'œuvre du colonisateur, nous assure-t-il des chances de progresser sans conflit, à un rythme que nous nous fixerions nous-mêmes, sans trop nous lier à d'autres systèmes politiques, Mon économiques, frère, sociaux je dis du ceci. monde? Un esclave se libère. Un esclave ne demande pas qu'on le libère. L'esclave se libère. Quel que ait été le passé. Oui. Nous sommes aujourd'hui en 2022, n'est-ce pas? Nous avons eu des élections qui ont connu une passation pacifique et civilisée, comme on dit, de pouvoir. Il n'y a pas eu de coup d'État. Donc, ça veut dire que quand on fait une passation de pouvoir pacifique, il y a remise-reprise, il y a ce qui est acquis et ce qu'on fait, on vient ajouter au-dessus. Nous supposons qu'à ce rythme-là, c'est que nous avons l'acquis passé, nous avons l'acquis que nous pouvons apporter, ce qui viendra après, on va continuer sur les acquis et c'est comme ça que le pays progresse. Alors, on n'a pas à se préoccuper de ce que les colons ont fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a empêché, d'avoir une armée de 2 ou 3 millions? Parce que nous avons assez une population pour ça. La population congolaise, le total, est plus ou moins égale au total des populations de l'ensemble des pays qui entourent la RDC. Si vous ajoutez ces populations, elles ne sont pas plus nombreuses que notre population. Ça, nous avons donc une population suffisante. Nous avons des minerais que nous pouvons échanger pour nous procurer des armes. Pourquoi est-ce que le centre de Kotakoli n'est pas opérationnel? Nous devons former des commandos. Lorsqu'on se bat dans une guerre qu'on dit asymétrique comme celle-là, mais il faut des commandos. Les pays qui sont derrière le Rwanda, ils ont leur faiblesse, c'est quoi? C'est la démocratie, c'est leur opinion publique. Oui. Vous voyez qu'ils n'envoient pas leurs propres troupes ici. Il y avait eu des troupes belges qui avaient été tuées au Rwanda dans le temps. Il y a eu tous les généraux et plus jamais ils ne veulent Avec l'opération turquoise. oui, ils ne veulent plus jamais envoyer les troupes là-bas. Oui. Aux États-Unis, la même chose. Les Américains ont été traînés dans le sable par les cadavres américains en Somalie. Et ils ont juré de ne plus envoyer. Vous voyez, donc, parce qu'ils ont un problème avec leur opinion. Alors, c'est pour ça qu'on va chercher des troupes de Bangladesh, des troupes de Pérou, gauche à droite. Moi, je pense que nous avons intérêt, effectivement, à... Dans une minute. Oui, en 2 minutes, oui. nous avons nos troupes, nous avons un centre de formation de commando, nous avons formé des paras, nous avons des minerais pour nous acheter des hélicoptères,
nous avons des minerais pour troquer contre les armes les plus modernes, les plus sophistiquées. Et je pense que même si le Rwanda a cela derrière lui, et nous avons le devoir de travailler aussi sur la population rwandaise. C'est le régime de Kagame qui est l'ennemi de l'Afrique, ce n'est pas la population rwandaise. L'actualité politique en RDC reste dominée également par la pénurie du carburant dans les stations d'essence. Une situation qui suscite beaucoup d'encre et des salives. M. Corneille Mulumba, face à cet état des choses, comment interprétez-vous à travers des solutions que vous avez proposées dans ces livres? Je ne parle pas spécifiquement du carburant, mais oui, nous parlons des choses. La question qui se pose est celle-ci. oui. Est-ce que le gouvernement n'avait pas prévu l'approvisionnement? Parce que on nous annonce que voilà, le bateau va arriver le 14 ou je ne sais pas combien. Est-ce que c'est un problème qu'on n'a pas payé pour nous approvisionner? Si on n'a pas payé, pourquoi on n'a pas payé? Il n'y avait pas de devise. Alors, si on continue à utiliser encore une fois les dollars sur notre pays, dans notre pays, qu'on paye les gens en dollars, qu'on fait des achats en dollars, alors on a besoin de dollars pour faire tourner notre économie. Et dans ce cas-là, le peu de dollars qu'on a, au lieu de l'affecter à des choses comme celle-là, on en manque parce qu'on a utilisé autre chose. On doit interdire la circulation de dollars dans notre pays. Mais c'est ça la solution? Mais c'est un pas très très important parce que cela veut dire que si on n'a pas, si on utilise le peu de dollars que nous avons, comme les devises étrangères, nous les utilisons pour ce qui est essentiel, c'est-à-dire que l'acquisition des biens d'équipement ou même pour le moment, à court terme, l'achat de carburant, alors on est payé en francs congolais, on mange en francs congolais, on boit en francs congolais, on a du travail pour nos jeunes parce qu'on a. Et avec ça, nous serons libres. Vous pensez que nous serons vraiment libres sur le plan économique? Non, mais bien sûr. Dès lors qu'on ne doit pas dépendre d'une monnaie étrangère, c'est-à-dire de puissance étrangère. Le pays qui produit le dollar, ou qui en a beaucoup de réserves, contrôle notre économie, peut nous pénaliser. Ils peuvent effectivement racheter le dollar sur le marché et le coût du dollar va augmenter. Si le coût du dollar augmente, tous les biens vont augmenter parce qu'il va falloir l'argent pour mettre dans le carburant, aller acheter à l'étranger, aller acheter des vivres à l'intérieur du pays. Ce sera trop cher. Et donc, même les patates douces, même les pondos vont devenir chers. Donc, il est urgent, il est impératif que nous interdigions l'utilisation du dollar monnaie. Mais en fait, la crise de carburant, oui, il faut les souligner que c'est une crise qui est mondiale. Mais s'il vous plaît, quant à ce qui concerne la subvention des sociétés pétrolières par l'État, chose qui avait été déjà faite, mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres, est-ce que le manque de ces carburants dans des stations, l'approvisionnement, est-ce que la faute doit incomber à l'État qui peut-être n'a pas pu donner à temps de moyens aux entreprises pétrolières, ou soit la faute incombe grandement à la crise ukrainienne dont tout le monde fait addition? Je pense qu'on n'en est pas là. La crise ukrainienne ne peut pas être le prétexte. J'ai cru entendre que les pétroliers se plaignaient de ne pas avoir été payés à temps. S'ils ne sont pas payés à temps, donc ils ne peuvent pas importer. Et s'ils n'importent pas, ça crée ce que nous créons, ce que nous vivons. Soyons conscients. Le gouvernement doit être conscient de la gravité de la situation. Le carburant, c'est un élément très dangereux dans l'économie. Ça peut tout déstabiliser, même le gouvernement. Très dangereux. Mais le gouvernement avait prévenu, même si l'argent a été déboursé en retard, oui, selon vous, mais plus de 400 millions de dollars que le gouvernement a déboursé, c'est quand même quelque chose à féliciter. Non, mais je passe la question. La question, elle a déboursé quand? Parce que les pétroliers, c'est pas moi qui me plains, ce sont les pétroliers qui se plaignaient de ne pas avoir été payés. Alors, à partir de ce moment-là, s'ils n'ont pas été payés, ils ne peuvent pas s'approvisionner. Mais tirons moins des leçons de cela, sachant que nous avons en mandat une raffinerie. Faisons quelque chose pour pouvoir l'exploiter. Négocions avec les partenaires qui sont d'est, d'ouest, d'en haut, d'en bas, qui peuvent nous aider à raffiner notre pétrole. Mais est-ce que nous serons libres de faire tout ce que vous recommandez? Je réponds que la liberté s'arrache et ne se donne pas. Personne ne vous donnera la liberté.
Personne ne vous donnera la liberté. Et depuis quand on a Et commencé, non, s'il non, vous plaît, non, M. oui. Cornem, depuis quand on a commencé à combattre pour cette liberté et qu'on n'obtient pas gain de cause jusqu'à ce jour? Non, non. Et pensez-vous que c'est le moment de le faire? Il n'y a pas de bon moment pour le faire. Oui. Nous avons commencé par nous affaiblir. Je répète que nous avons eu une passation civilisée et pacifique du pouvoir. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé par casser ce qui existait. Mais quand vous cassez, vous reste quoi? Un parti, excusez-moi de faire allusion à mon parti qui est l'UDPS, qui était le parti le plus présent sur l'ensemble du territoire national, un parti qui a été très fort, mais ce parti politique a été cassé. Mais pour obtenir les changements dont nous avons besoin, on a besoin des organisations politiques fortes, on a besoin de plateformes politiques fortes. Mais aujourd'hui, on a quoi? On n'a rien. L'Union sacrée n'est pas une plateforme politique forte. L'Union sacrée n'a pas de statut, n'a pas de charte, n'est pas structurée, il n'y a pas un bureau politique, il n'y a rien. Excusez-moi. Écoutez, s'il vous plaît. C'est fondamental ce que j'ai dit. Laissez-moi une minute. L'Union sacrée, ça l'a on. Je veux dire ceci. Et ça, avec ça. L'Union sacrée. La Lobby Boy. À ça, Lyonin. La Lobby Boy. Oui. Pour tout changer ma cambo. Oui. Pour tout peser la continuité de la population de Bissau. Pour tout lutter contre Bapaya. Oui, parce que c'est la catégorie pour changer. Et c'est tous une organisation politique très forte dans le pays. Tout renforcer pour Babanga Bissau. Oh, Bissau, tout ça, la ligne. Tout casser tout casser UDPS, tout casser FCC. Tout casser. À vous entendre parler, M. Corneille Moulumba, il faut, pour un changement profond et constructif, il faut la remise en question de tout. Oui. Si nous voulons changer les choses, hein, oui. En toute modestie, hein, tous les cadres politiques ne sont là. Tous s'enfermer pendant une semaine. Revenons à la langue autorisée, le français. Hein? Revenons à la langue autorisée pour okay. l'émission, c'est le français. Moi, je souhaite. Oui. Je parle dans ce livre, dans un chapitre, je parle de l'aggiornamento. Hein? C'est-à-dire la mise à niveau, le renforcement des capacités, la remise à niveau. Hein? Que les cadres politiques, des partis comme du gouvernement, par les députés, tout ce que vous voulez, qu'on s'enferme pendant une semaine ou 15 jours, avec mon livre là, qu'on le lise ensemble de bout en bout, on sortirait de la plus enrichie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est ce que j'ai fait. Dans le monde, des pays ont vécu. Ce que nous vivons ne sont pas les premiers à le vivre. D'autres pays l'ont vécu auparavant. À vous entendre parler, c'est comme si, M. Corneille Moulumba, vous ignorez en fait la capacité de nos dirigeants à mieux, qui sont déterminés à mieux faire. Parce que quand vous voulez qu'ils lisent vos livres, et pensez-vous que la solution viendra dans ces livres, ou la solution viendra nécessairement dans ce que le gouvernement a tracé comme ligne de conduite à suivre pour un développement certain? Monsieur Eddy, si vous connaissez la ligne que le gouvernement a tracée, faites-le moi savoir. Si vous connaissez le programme de l'Union sacrée, faites-moi le savoir. On n'a pas à supposer. Si le gouvernement a tracé une ligne, nous avons besoin de connaître cette ligne-là. On nous conduit où? On nous amène où? Qu'est-ce qu'on a convenu de faire ensemble? À l'Union sacrée, on a convenu de faire quoi? Les ministres de l'Union sacrée, son gouvernement, ils mènent quelle politique? Qui a été discutée où? Quand? Comment? Ainsi de suite. Vous comprenez? On est en l'air. Et quand on est en l'air, on est disparate, et avec ça, on ne peut pas. Nous devons constituer, je me répète, une des organisations politiques très fortes à l'intérieur pour ceux qui prennent la décision de l'État au niveau, à notre nom, ne soient pas des personnes qu'on peut, comme des électrons libres sur lesquels on peut agir et faire pression comme on veut. Qu'il y ait des organisations fortes. Dans 2 minutes, quelle est la solution pour l'approvisionnement de carburant afin que la situation soit revenue à la normale? Oui, pour le moment, simplement qu'il y a urgence. Oui. Quand il y a urgence, on peut emprunter quelque part. S'il n'y a pas assez de liquidité, on peut emprunter à très court terme pour qu'on puisse s'approvisionner en carburant. Ça, c'est une chose. Mais immédiatement, on doit réfléchir sur comment, à court, à moyen terme et à long terme, on peut se protéger de cette situation en ayant des réserves suffisamment importantes, parce que le carburant, c'est le nœud de l'économie quelque part, parce que sans carburant, sur le plan social, ça peut déraper très facilement et les institutions de la République peuvent être déstabilisées. Donc, agissons rapidement, agissons vite et faisons en sorte que, effectivement, nous puissions
à très court terme résoudre ce problème, même s'il faut emprunter, mais s'organiser pour ne plus connaître ça en ayant des réserves suffisantes, en ayant des disponibilités financières pour être en mesure d'acheter à temps, pour ne pas connaître cette mauvaise blague. Un débat a élu domicile au sein de la classe politique congolaise. Il s'agit donc, il semblerait, selon ceux qui ont évoqué ces débats, de l'enrichissement facile et illicite des élus nationaux qui perçoivent chaque fin du mois 21 000 dollars. D'abord, est-ce que cette affirmation est-elle vraie? Ou, si ce n'est pas vrai, quels sont les mobiles qui ont poussé à l'auteur de cette affirmation d'étaler à la place publique cette réalité? Écoutez, je n'ai pas les chiffres, je ne suis pas à l'intérieur, mais je constate, Oui. la mise en place de l'union sacrée, la transhumance. Pourquoi des personnes qui sont dans un système quittent aussi facilement pour aller dans un autre? Acheter? Probablement. Si vous vont acheter, combien? Je n'en sais rien. J'ai constaté que les gens sont partis et je sais comment les promesses qui ont été faites. Après, il y a eu les palissades, les Jeep palissades. On a dit tantôt c'est un nom du président de la République, tantôt c'est un emprunt, et le président lui-même de la République qui dit, écoutez, c'est un montage qui a été fait, on ne sait pas quel montage, mais c'est un montage. Autrement dit, ça fait partie et le chef de l'État a, dans une rencontre avec les élus à l'Assemblée de l'Union africaine, parlé de le mettre à l'aise. Donc, il y a ça. Mais s'il vous plaît, M. Corneille, où est le problème si le chef de l'État a pris une option de mettre à l'aise les élus du peuple? Il ne lui appartient pas de mettre les députés ou les élus à l'aise. Il y a la séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale, le Parlement a son budget, n'est-ce pas? Il n'appartient pas au chef de l'État de prendre en charge les députés, ni de prendre en charge leur DIP. Et je sais aussi que, de toute façon, en dehors de ce qui est marqué sur les fiches, normalement le montant officiellement libéré, il y a toujours ce qu'on donne de main en main, qu'on va retirer à gauche, à droite. Tout ça, ça peut bien constituer les 21 000. Je n'affirme pas, je n'ai pas ça, mais la pratique, je sais que ça se fait et qu'on donne, on donne de l'argent de main en main, les mabok aux banques, comme vous dites. S'il vous plaît, M. Corneille Moulomba, selon la loi des finances, les députés nationaux perçoivent 16 millions de francs congolais. Oui. Et aujourd'hui, Martin Fayulu monte au créneau pour confirmer qu'ils perçoivent chaque fin du mois 21 000 dollars. Quelles sont les analyses qu'il a fait pour qu'on puisse en arriver là, à 21 000 dollars? Moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que cela s'avère vrai? Moi, je ne vous comprends pas. Oui. Fayulu dit, les députés touchent 21 000 dollars. Invitez Fayulu sur le plateau, invitez-le et demandez-le de s'expliquer. Fayulu n'est pas bête au point d'affirmer cela, lui aussi qui a des députés au Parlement, pour ne pas se attendez, s'il vous plaît. Au lieu de lui lancer des pierres, s'il vous plaît, commencez, invitez-le et qu'il s'explique. Jusque-là, il n'y a aucun député qui a confirmé cette affirmation. C'est Sanga a confirmé. Il n'y a que Sanga et Kassé, quoi. Oui. Mais la quasi-totalité des députés n'ont pas pu nous prouver. C'est là, ils ont dit que c'est faux. Oui. Mais non, attendez. La plupart, on a suivi les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale qui a appelé les gens et qui a demandé qu'on puisse lire dans la loi des finances, qui prévoit la loi des finances en ce qui concerne le paiement des députés. Mais maintenant, vous passez outre pour affirmer ce que Fayulu a confirmé. Et pensez-vous que c'est la réalité entre vous, ou soit entre Fayulu et les députés nationaux, qui détiennent la version des faits qui est vraiment réelle? Monsieur Eddy, oui. Vous d'abord, je n'affirme rien. Oui. Je n'affirme rien. Je dis que la moindre des choses,
La première chose à faire, serait été d'inviter Fayoul pour qu'il vienne s'exprimer. Mais il est député national, attendez, il est député national, attendez, il peut mieux le faire attendez. si il accepte aujourd'hui de siéger à l'Assemblée à ma nationale. place ici. Parce qu'il a des suppléants, il a son suppléant. Vous l'invitez ici Oui. et lui posez la question. Qu'est-ce qu'il veut? On a posé la question, c'est vrai que Sesanga a dit, si on tient compte de ça, de ça et de ça, le total peut faire les 21 000. Et Kaseko a dit la même chose. Donc, est-ce que vous voulez que les députés qui reçoivent en noir plus d'argent que ce qu'ils ont officiellement, puissent, qu'on leur coupe cela du jour au lendemain? Ils ne peuvent pas le reconnaître parce que le reconnaître, c'est se dénoncer, ils ne peuvent pas le faire. Je veux dire que, mettons de la rigueur dans la gestion de notre pays. L'argent doit être cet argent-là, et ça ne va pas passer autrement. On ne peut pas corrompre les institutions. On ne peut pas affaiblir les institutions. Donc, que ceux qui, et Sesanga ont donné leurs explications. Voilà, à notre avis, si on tient compte de ça, oui, ça peut être 21 000 $. Mais pourquoi ne pas prêcher par l'exemple? Kaseko, oui. Deli Sesanga et puis Martin Fayoulou, Oui. de renoncer, en fait, Si à ce salaire-là pour... Non, mais je ne comprends pas. Vous avez de mauvais réflexes. Je suis désolé. Quelqu'un vous apporte une information. Et vous êtes contre celui qui a apporté. C'est comme avec l'affaire Kabound. Kabound vient, il fait des révélations. Vous le prenez, vous le mettez en prison. Alors que le réflexe logique aurait été de dire, créer les conditions, mener l'enquête. C'est vrai ou pas? Vous pensez réellement que ce que Kabound a dit, c'était la vérité? C'est une parole d'évangile et ça reste comme ça. Je ne crois à rien. J'essaie d'être cartésien. J'essaie d'être logique. La moindre des choses, dans ce cas, c'est comment le procureur prend en charge de l'enquête, vérifie, puisqu'il a parlé des jets privés. Quels sont les jets privés qui ont atterri et une dernière question. Voilà ce qu'on fait. Une dernière question pour terminer, M. Corneille Moulumba. Oui. Vous tapez le point pour dire que vous êtes les pionniers de l'Union pour la démocratie. On tape pas sur le point, ça c'est l'histoire. Oui, oui. L'histoire, c'est l'histoire. Je n'en disconviens pas. On ne change pas. Je n'en disconviens pas, Corneille Moulumba. Oui. Alors que l'actuel président est l'émanation de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Oui. Vous oubliez que son père aussi fut président de cette grande formation politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Le fait de tirer à boulet rouge sur son régime, sur Tshisekedi, vous ne voyez pas que c'est une façon de cracher sur la mémoire d'Etienne Tshisekedi? J'ai l'impression, que vous ne connaissez pas Corneille Moulumba, que vous ne connaissez pas son combat politique. C'est d'ailleurs votre mot de la fin. Le combat politique que mène Corneille Moulumba, c'est pour ce pays. Je suis convaincu que cette population peut vivre mieux. Ce pays peut être mieux. Donc, comment faire en sorte qu'on vive mieux? C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je ne suis pas là pour faire le dialogue, ni pour applaudir. Celui qui est président de la République, il est le président de la République. Je souhaite, malheureusement, mon parti, l'UDPS, n'est pas au pouvoir. Si l'UDPS était au pouvoir, ça veut dire que si le programme de l'UDPS était là, vous êtes surpris? Vous êtes surpris? L'UDPS n'est pas... L'UDPS n'est pas au pouvoir. L'UDPS n'est pas au pouvoir. Vous voulez nous dire quoi? Mais expliquez-nous un peu. Monsieur Tshilombo, vous avez dit votre fils est au pouvoir. Oui, c'est vrai. Tshilombo est de quel parti? Attendez, il est président de la République. Il fut président il ne porte pas le programme de l'UDPS. Et en tant que membre cofondateur de l'UDPS, en tant que co-rédacteur de projet de société de l'UDPS, et en tant que l'homme qui a conçu le logo de l'UDPS, j'ai dit que je ne me reconnais pas dans la politique qui est en train de se conduire pour le moment dans notre pays et que cela doit changer. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On vous signale que nous avions ici pour vous M. Corneille Moulumba. Il est cadre, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, dont il ignore lui-même l'origine, je dirais, de l'actuel président de la République. Il n'applique pas la politique. Mais vous l'avez dit, monsieur. Laisse-moi le temps de m'expliquer. Oui, mais non, vous déformez. Non, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu à déformer. Non, vous parlez que... Je ne reconnais pas la politique. Je ne reconnais pas la politique qui est conduite. Je ne reconnais pas cette politique. Mais qui ne ressemble pas à nos l'UDPS. Donc, pour vous, cela constitue un pivot de dire que c'est lui qui est au pouvoir, n'est pas de l'UDPS. Il a dit... ma vision. Ils conduisent la politique, ils conduisent sa vision. Ce n'est pas la vision de l'UDPS.
Et si ce n'est pas la vision de l'IDPS, Voilà. donc cela veut dire qu'il n'a pas respecté la procédure établie au sein de l'IDPS pour matérialiser la vision de cette grande formation L'IDPS, c'est politique. une idéologie, c'est un programme, ce sont des valeurs. Moi, je ne vois pas notre idéologie dans ce qui se passe, c'est tout. Comprenez, chers Et je ne suis pas le téléspectateurs, comprenez, chers téléspectateurs, que M. Corneille Moulumba a Nae, Félix Tshisekedi, à la tête Voilà comment c'est de la nation congolaise, parce que, avec IDPS a reconnaître Félix Tshisekedi comme étant Moutuya IDPS. C'est ce qu'il a dit. Wana Lingala. Je voulais bien m'exprimer par rapport à ça. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.